la go, tout m'a quitté, oh. C'est ma galère qui la go, tout m'a quitté, oh. Quand j'avais un peu, oh, matin, midi, soir, on était ensemble, oh, à la rue Princesse, oh, au milieu maquis, oh, à salle, faut payer les poupées, oh. L'argent est fini, en tout a changé de côté, oh. Maribana, elle a changé de poupée, oh. Nangere, nangere, wa. Nangere, nangere, wa. Nangere, nangere, wa. Nangere, nangere, wa. Dieu merci pour moi, je savais chanter un peu, oh. J'ai fait ma cassette, oh. On peut voir la télé, oh. Matin, midi, soir, c'est moi, je chante à la radio. En tout a vu ça, tu le cas où a pensé, oh. Attends, je vais partir le couper, oh. Mais on dit premier gaou n'est pas gaou, oh. C'est deuxième gaou qui est nyata, oh. On dit premier gaou n'est pas gaou, oh. C'est deuxième gaou qui est nyata, oh. Dimanche matin et coco, on frappe à ma porte, oh. À ma grande surprise, oh, c'est la go en tout, je vois, oh. Ensemble, j'ai dit, oh, y'a longtemps, c'est plus revu, oh. Elle veut me mentir, oh, elle dit, chérie, jamais voyagé, oh. Je suis de retour, oh. Je t'appartiens, oh. Prends-moi cadeau, oh. Fais ce que tu veux, oh. Mais on dit, premier gaou n'est pas gaou, oh. Deuxième gaou qui est nyata, oh. J'ai dit chérie coco, qu'est-ce que tu veux manger, oh. Ça même hésité, oh. Elle me dit poulet braisé, oh. Putain on te dit premier gaou n'est pas gaou, oh. C'est deuxième gaou qui est nyata, oh. J'ai dit chérie coco, c'est poulet tu veux manger, oh. Poulet est trop petit, oh. Ça peut pas te rassasier, oh. C'est caïman braisé, oh. Je vais te donner, oh. Que genoux d'éléphant, oh. Tu vas manger, oh. Nangere, nangere, wa. Nangere, nangere, wa. Elle est fâchée, elle s'en va à la maison, oh. Si elle va à la maison, population va me tuer, oh. Je lui ai demandé pardon, elle a accepté, oh. À un moment donné, elle a tout gâté, oh. Elle est quittée dans le poulet, elle s'en va dans le loco. Et ici c'est à loco, c'est pas compliqué, oh. C'est plantation de bananes, oh. Tu vas griller, oh. Au lieu de fourchette, oh. Ça peut pas bien piquer, oh. C'est avec râteau, oh. Tu vas manger, oh. Nangere, nangere, wa. Nangere, nangere, wa. Nangere, nangere, wa. Nangere, nangere, wa. Mais on dit premier gaou n'est pas gaou, oh. C'est deuxième gaou qui est nyata, oh. Marque gaou, oh. Blécoute gaou, oh. Sorodio gaou, oh. Sabindo so gaou, oh. Angelo gaou, oh. Cocorino gaou, oh. Eda nyata, oh. Tiefi nyata, oh. Kade nyata, oh. Kade kuma nyata, oh. Eda nyata, oh. Raje Michel gaou, oh. Emile gaou, oh. Coco Kima gaou, oh. Honoré gaou, oh. J'ai dit qui danse, oh. Regarde ta science, oh. J'ai dit qui danse, oh. Nangere, nangere, wa. Oh, qui danse, oh. On dit premier gaou n'est pas gaou, oh. C'est deuxième gaou qui est nyata, oh. On dit premier gaou n'est pas gaou, oh. C'est deuxième gaou qui est nyata, oh. Merci au qui a permis à nos invités de bien s'installer. Bienvenue. Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Sur la diaspora, soyez les bienvenus. Nous allons directement sur le continent où les manifestations sont interdites avant un référendum controversé ce week-end qui pourrait permettre au président Denis Sassou Nguesso de briguer un troisième mandat au Congo-Brazzaville. Selon nos
confrères de la BBC, les habitants de la capitale ont du mal à accéder à Internet et pour écouter les radios internationales, il faut passer par les fréquences de Kinshasa. Le ministre de l'Intérieur a interdit les manifestations dans tout le pays officiellement pour des raisons de sécurité. Des tirs à l'arme lourde ont même été entendus dans la capitale. Sont des témoins dans les quartiers Bakongo et Makelekele au sud de Brazzaville. Des policiers ont tiré en l'air à plusieurs reprises pour disperser les jeunes brûleurs de pneus. Ils auraient tiré aussi un grand nombre de grenades lacrymogènes. Des violents heurts ont opposé hier lundi de forces de l'ordre et lycéens qui manifestaient pour de meilleures conditions d'études, ont fait au moins 7 blessés et ont conduit à 79 interpellations. Dans l'après-midi, plusieurs centaines de collégiens et lycéens ont manifesté dans la capitale et ont affronté les gendarmes. Selon le gouverneur de Niamey, Amidou Garba, 2 gardes nationaux et 5 gendarmes ont été blessés par des jets de pierre, dont un gravement est admis aux soins intensifs. Nous allons directement en Côte d'Ivoire où dimanche prochain aura lieu l'élection présidentielle. Alassane Dramane Ouattara est candidat à sa succession et pour en parler avec vous ce soir, nous sommes avec un panel assez riche d'invités depuis Paris. 2 panélistes, Armand Héré, journaliste et écrivain. Bonsoir Armand. Bonsoir Juvenal, j'aurais dit bonsoir à tous les auditeurs de Tam Tam et de Radio Pluriel. Et puis voilà, je fais un coucou à toute l'Afrique et particulièrement au peuple ivoirien qui depuis, on va dire maintenant 2 décennies est en proie, qu'est-ce que je vais dire, les mots m'échappent ce soir parce que... Bien, on peut le comprendre. On peut le comprendre. À l'approche de cette date fatidique du 25 octobre, comprenez-moi, j'ai bien peur encore de pouvoir compter des morts, donc je suis... Nous ne sommes pas pessimistes, Armand. Armand, on ne sera pas pessimiste. On espère qu'effectivement les choses se passeront dans l'ordre cette fois-ci et que les Ivoiriens auront eux aussi l'occasion de montrer à la face de l'Afrique et au monde entier qu'effectivement ils sont un peuple assez mûr, assez mature sur le plan démocratique. Également depuis Paris, Roger Balou, essayiste, il est écrivain, il est secrétaire national du Front populaire ivoirien, chargé des relations avec les partis. Roger Balou, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir à vos auditeurs, bonsoir à l'Afrique et surtout aux Ivoiriens. Je fais un coucou à tous les exilés ivoiriens, à ceux qui sont au Ghana, au Bénin, au Togo. Bonsoir. Avec vous ce soir, nous essaierons de comprendre pourquoi le FPI ne souhaite pas, n'encourage pas ses candidats à aller voter, sachant qu'effectivement, voter c'est un acte citoyen, c'est un geste sur le point de vue démocratique assez noble. Cela permet également justement à chaque citoyen de pouvoir élire, donner mandat à ceux qui les dirigent. Dans ce studio, nous sommes avec Abdoulaye Djarassouba, qui lui n'est pas du Front populaire, il est plutôt du parti au pouvoir. Abdoulaye Djarassouba, bonsoir. Bonsoir, monsieur Juvenal. Je dis également bonsoir à tous les auditeurs et à toute l'Afrique, toute la diaspora, voilà. Abdoulaye Djarassouba, vous êtes directeur de campagne adjoint du Rassemblement des Oufouettistes pour la paix et la démocratie. Ce parti, généralement, quand je lis ce nom, il me rappelle Houphouët-Boigny. Est-ce que vous estimez que vous êtes les héritiers d'Houphouët-Boigny, c'est ça? Absolument, nous sommes les héritiers d'Houphouët-Boigny. Et parce que les autres Ivoiriens ne le sont pas? Visiblement, certains Ivoiriens ne veulent pas entendre parler du bilan, des réalisations du président Félix Houphouët-Boigny. Nous réclamons, si vous voulez, de toutes ces valeurs qu'il a su incarner et qu'il a su promouvoir pour le bien de tous les Ivoiriens. Voilà. Et à vos côtés, vous êtes venu avec un autre membre en fait de ce parti. Il s'agit de Priva Yeboui, qui lui est membre de la coordination de campagne du RHDP en Rhône-Alpes. Monsieur Yeboui, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très très bien. Dites-nous, la question je la pose directement à Armand Héré. Armand Héré, j'aimerais comprendre comment se fait qu'aujourd'hui, le FPI, par la voix de M. Afin Guessan, sera aux élections.
et en même temps le FPI dit non à cette élection présidentielle. Est-ce à dire qu'aujourd'hui le FPI est pratiquement déjà un petit morceau et que pour Alassane Dramane Ouattara, c'est qu'une balade de santé, selon vous? La fin de la question est la réponse la plus plausible. Balade de santé pour celui qui a de la lagune, parce que c'est moi aussi, a implosé son opposition. Pascal Affi N'Guessan aujourd'hui est pratiquement, si vous voulez, un soldat isolé dans une situation d'élection où la plupart des classiques, c'est-à-dire les référents historiques du FPI ne sont pas avec lui. Et avec eux, ces référents historiques, bien sûr, à Toubé, à Laurent Gbagbo, qui depuis la haie, avait décidé, bien sûr, de reprendre les commandes du FPI. On a vu qu'il avait fait un acte notarié parce que, soyons clairs, on ne notarie quelque chose que pour que les gens sachent que, éventuellement, nous l'avons fait, même si c'est passé par 13 personnes et autres. Donc, cet acte notarié a été éventuellement remis aux différents collaborateurs de Laurent Gbagbo pour lui dire que il décide de reprendre la main. Le congrès du 28 avril à Mama l'a remis en selle et l'a replacé à la tête du FPI. Affi N'Guessan ne l'a pas attendu de cette oreille. Il s'est accoquiné avec Ouattara pour brimer son parti politique, pour mettre des cadres en prison et pour faire route seul aux élections présidentielles avec un certain nombre de classiques qui prennent pas mal de casseroles et qui sont éventuellement tenus en laisse par le régime actuel. Donc, on va dire que un FPI en morceaux, oui, effectivement, un FPI en morceaux qui de plus en plus cherche ses marques et visiblement ne les retrouve pas, et ce qui permettra à Alassane Ouattara, bien sûr, de s'asseoir, on va dire peut-être, enfin, si vous voulez, démocratiquement, mais une démocratie où il a pratiquement tout balisé, parce qu'en amont et en aval, il n'y a que du Ouattara et que le 25 octobre, ce sera Alassane Ouattara contre Alassane Ouattara. Merci Armand Hiré. Et la question, je la pose directement à M. Roger Balou. Pascal Affi N'Guessan est celui-là qui prône d'ailleurs dans son projet la réconciliation de tous les Ivoiriens. Est-ce que ce n'est pas encourageant comme signal? Disons que, pour nous, au FPI, Pascal Affi N'Guessan n'est plus un de nos camarades. Il a été exclu du Front populaire ivoirien depuis le congrès de Mbamba. Voilà. Donc, ce qu'il dit, pour être poli, on va dire, ne nous concerne pas du tout. Voilà, ne nous concerne pas du tout. Je ne sais pas ce qu'il entend par réconciliation. S'il n'est pas parvenu, ne serait-ce qu'à faire le premier pas de la réconciliation au sein de son parti, c'est-à-dire à accepter le débat contradictoire qui est de coutume chez nous, s'il n'est pas venu, s'il n'a pas répondu aux différentes convocations pour participer, que ce soit au comité central ou au congrès, je ne sais pas comment il peut parler de réconciliation au niveau national. Voilà, donc cet ancien camarade ne fait plus partie des nôtres. Et voilà, son expérience ne nous concerne pas du tout. Voilà. Elle ne vous concerne pas, et je me tourne vers nos invités de studio, Abdoulaye Djarassouba. J'aimerais comprendre, là, apparemment, de sources sûres, selon nos informateurs qui sont sur place, apparemment, je dis bien, la campagne pour l'élection présidentielle dans le nord du pays, ça n'a pas été fait correctement. Je veux dire, on n'a pas réellement vu le candidat du parti au pouvoir dans certaines zones. Est-ce à dire que c'est parce qu'il a fait partie? C'est quoi? C'est une zone de non-droit? C'est une zone qui n'intéresse pas aujourd'hui le pouvoir en place? Le nord du pays? Le nord du pays n'est pas une zone de non-droit. Ou alors une zone... Je veux comprendre. Je vais vous dire une chose. Oui. On arrive au terme d'une campagne qui a été longue et vraiment satisfaisante, parce que quand vous regardez les images de la tournée de Ouattara, de notre candidat, le docteur Alassane Dramane Ouattara, dans l'ouest du pays, qui est quand même un bastion qui, habituellement, je dirais, a plutôt tendance à voter FPI, etc. Mais ça a été quelque chose de fantastique. Donc, c'est pas au nord qu'on aurait des problèmes aujourd'hui. Non. Je crois qu'en réalité, il faut voir une chose. La réconciliation, la paix a été scellée. La réconciliation est en marche. Ce processus n'est pas, c'est pas un processus qui prend, je dirais, quelques semaines ou quelques mois. Il faut du temps. Mais beaucoup de choses ont été faites. On a entendu des représentants
de certains groupes s'exprimer en des termes plutôt assez allant dans le sens de la réconciliation qu'autre chose. Donc, je ne comprends pas bien aujourd'hui le reproche qu'on peut faire, si vous voulez, à la politique de Ouattara, dans ce sens, allant contre la réconciliation. On soupçonne M. Ouattara d'avoir, d'être à l'origine de la division de l'opposition aujourd'hui, en sens que certains opposants, pour parler comme on le dit de manière un peu vulgaire, qu'on dit que beaucoup d'opposants courent à la soupe aujourd'hui, qu'effectivement en termes de programme politique, il n'y en a pas qui tiennent la route. Qu'en dites-vous? La question la pose à M. Priva-Yeboué. Écoutez, nous, ce qui nous importe, c'est notre programme. Comment on défend notre programme devant le peuple ivoirien. Qu'est-ce qu'on peut dire au peuple ivoirien par rapport aux 4 années qui sont passées, le travail qui a été accompli sur le terrain. Pour le reste, l'opposition, honnêtement, ça ne nous intéresse pas. Je pense que l'opposition doit jouer son rôle. Et elle doit s'organiser pour jouer son rôle. Et c'est tout ce que je peux dire par rapport à ça. Et qu'en est-il alors la réconciliation des Ivoiriens? Parce que même dans la diaspora où nous sommes aujourd'hui, on le vit. Il n'y a pas vraiment... on ne voit pas les Ivoiriens parler d'une même voix. Non mais écoutez, la réconciliation est un long processus. Après avoir vécu ce qu'on a vécu en Côte d'Ivoire, je pense que la réconciliation ne peut se passer que s'il y a la volonté de tout le monde. Aujourd'hui, on parle d'élection et on se rend compte que au lieu de s'unir au niveau du FPI pour venir à la rencontre des autres pour faire la réconciliation, le FPI se divise. Donc comment voulez-vous aller à une réconciliation en étant divisé? C'est-à-dire qu'il faut recoller les morceaux chez eux. Déjà, ça va prendre du temps avant qu'on ne parle au niveau national de réconciliation. Je pense qu'il faut qu'on soit pragmatique. D'accord. Mettons de côté le FPI, qui est, on parlait du FPI parce qu'effectivement, c'est le parti du président Laurent Gbagbo qui, reconnaissons-le quand même, ces dernières années, a été au-devant de la scène politique en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous, ici, vous vivez la réconciliation des Ivoiriens en tant que membre de la diaspora? Moi, je dirais oui. En quoi? Je dirais oui parce qu'il faut dissocier les choses. Sur le terrain politique, et c'est normal, on est opposé, mais lorsque le discours politique passe, on se retrouve ensemble. Aujourd'hui, je ne vois pas à Lyon en particulier, je ne sais pas si on peut parler de division. Je ne vis pas les choses comme ça. Alors, je pense qu'on a une opposition qui s'exprime et on est dans un pays comme la France où il y a la liberté d'expression, tout le monde s'exprime, mais on est tous amis, Des façades ou dans la réalité? Dans la réalité, je vous dis. La réalité. Bien, ça c'est pour le cas de la région Rhône-Alpes. Je remonte sur Paris. Monsieur Roger Dalou, est-ce que vous reconnaissez dans le discours de ces membres du RHDP? Non, pas du tout. Pas du tout. Je ne sais pas ce que nos camarades entendent par réconciliation. On réconcilie des gens, des personnes qui hier étaient divisées. Ces personnes-là s'asseyent, expriment leurs contradictions. Et c'est seulement après qu'on va à la réconciliation. Voilà. Donc la réconciliation suppose un processus. Or, ce processus n'a jamais été engagé. Qu'est-ce que M. Ouattara entend par réconciliation? Il entend par réconciliation, il faut lui demander pardon à lui. M. Ouattara dit qu'il faut que le Front populaire ivoirien lui demande pardon. Bon, c'est pas ça la réconciliation. Deuxième chose que M. Ouattara fait, qu'il entend par réconciliation, il emprisonne les responsables du Front populaire ivoirien. Aujourd'hui, on a une dizaine de vice-présidents du Front populaire ivoirien, des secrétaires nationaux, des secrétaires généraux du Front populaire ivoirien qui sont en prison. Comment voulez-vous vous réconcilier avec des gens que vous mettez en prison? Et ce qui est paradoxal, c'est que il juge les personnes, mais seulement d'un seul camp. C'est-à-dire que c'est seulement le camp, tous ceux qui sont pro-Gbagbo, qui sont mis en prison ou qui sont obligés de fuir la Côte d'Ivoire pour aller s'exiler ici et là. Je ne sais pas qu'est-ce que nos camarades entendent par réconciliation. Voilà, donc pour nous, la réconciliation n'a jamais été engagée. La preuve est que, contrairement à ce qu'ils disent et ce qu'ils croient vivre à Lyon, aujourd'hui, les Ivoiriens se regardent en chien de faïence. Voilà. Il y a d'un côté des gens, de l'autre,
d'autres personnes, on se parle à peine, on attend, on sent dans l'ambiance que vraiment il y a quelque chose qui est là, qui couvre et qui attend juste une petite étincelle pour s'enflammer. Donc ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Merci Roger Balou. Je me tourne vers Armand Héré. Alors cette question est revenue tout le temps lorsque la Cour, le tribunal national, le tribunal pénal international de La Haye, voilà, a convoqué, a interpellé garde en détention préventive, ce qu'on considère, ce qu'on a appelé les pro-Gbagbo. Pensez-vous qu'aujourd'hui c'est un signal qui indique que effectivement après les violences post-électorales aujourd'hui, seuls les pro-Gbagbo sont poursuivis? Oui, reformulez un peu la dernière partie de votre question. Je reprends. Parce que... Alors, parlant de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire, on a l'impression, on a eu l'impression que le TPE, le tribunal pénal international, convoquait ou plutôt appelait seuls ceux qu'on considérait comme les pro-Gbagbo. Est-ce à dire que la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire n'est pas pour demain? Évidemment, il faut éviter d'avoir un discours démagogique en Côte d'Ivoire. Les politiciens ivoiriens ont mis ce pays en lambeaux. Et un peu plus encore, le RHDP aujourd'hui qui se réclame du Houphouët-Boigny alors qu'ils sont aux antipodes de la politique du Houphouët-Boigny, a soutenu et armé une rébellion en 2002 pour arriver à une crise post-électorale en 2010 parce qu'ils n'ont jamais compris le jeu démocratique. Ils sont toujours exprimés par la violence et ils fonctionnent par la violence. Regardez un peu les discours de leurs différents leaders durant cette campagne électorale. Quand nous avons le temps d'y jeter un coup d'œil. Il y a 2 jours à Saint-Prat, ce Rodium disait à son public que si vous ne votez pas, vous serez exclu de la Côte d'Ivoire. Bon, ils trouveront des choses à dire, mais c'est tout comme ça. Ils sortent des scores pharaoniques. Il y a un directeur de campagne qui a carrément dit que Ouattara aura 105%. Bon, ce sont des scores staliniens. Bref, c'est pour dire qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, parler de réconciliation, surtout avec le jeu vraiment obscur et trouble que joue la CPI en Côte d'Ivoire, en décidant qu'un seul cas, la réconciliation, franchement, quand on parle de réconciliation en Côte d'Ivoire, les anges commencent à noircir et le sang coule. Donc, merci. Je veux dire qu'aujourd'hui, ça devient, si vous voulez, une denrée absolument rare, parce que le discours continue d'être démagogique, mensonger, il est corrupteur et c'est pas vraiment des ingrédients, on va dire, à même de pouvoir ramener le peuple ivoirien à se faire le atout national ou bien le aquaba national, parce que tout simplement des politiciens ont décidé, avec Alassane Ouattara en tête, de prôner une division absolue des Ivoiriens pour que éventuellement ils puissent régner en paix et tranquillement. Ça aujourd'hui le problème en Côte d'Ivoire. Nous sommes en train d'aller vers un royaume où il y a un peuple choisi pour brimer d'autres peuples ivoiriens et c'est la triste réalité. Merci Armand Héré. On ne peut pas éviter ça. Armand Héré, pour l'équilibre au niveau du temps de parole, on va donner la parole donc au directeur adjoint du RHDP de campagne. Ok, écoutez, en termes de bilan, on va être clair. Dans le cadre de l'axe stratégique paix et réconciliation, vous ne pouvez pas ignorer qu'il y a un dialogue politique qui a été initié par le président de la République à travers une audience accordée à une délégation du FPI. Et c'était en 2011. Donc c'est quand même une bonne initiative, je pense, pour des gens de bonne volonté. Et c'est le cas. Monsieur, je vous ai laissé parler, vous me coupez la parole. Ils n'ont fait que voter, ils n'ont jamais pris d'armes, au contraire de vous, au RHDP. On vous demande simplement de sortir les prisonniers de prison et de poser le débat politique. C'est un discours qui est trop facile. Armand Héré, vous savez que dire ça? Il faut sortir les gens de prison, ça veut dire quoi? Armand Héré, s'il vous plaît. Écoutez, on va faire plus simple, on va fermer toutes les prisons en Côte d'Ivoire. Voilà, comme ça il n'y a plus de prisonniers dedans. C'est ce que vous voulez? On ferme toutes les prisons. Ils avaient un bulletin de vote. Monsieur, honnêtement, le FPI... Armand Héré, on laissera monsieur Diassouba finir, après on passe à parole, s'il vous plaît. Le FPI a quand même donné, si vous voulez, a été le premier parti, a quand même accepté ce cadre permanent de dialogue. Mais c'est une bonne chose. Il y a 11 partis politiques qui ont adhéré à ce processus-là. Vous ne pouvez pas le nier. Il y a quand même des efforts financiers qui ont été faits, et pas des moindres. 440 milliards de francs CFA qui ont été débloqués
pour que le processus de cet axe stratégique paix et réconciliation soit efficace. Et la confiance s'est instaurée entre le FPI et le parti que vous combattez aujourd'hui, le RHDP, le nôtre. Mais monsieur, soyez raisonnable. Des fois, quand on vous écoute, on a l'impression qu'il suffirait qu'on sorte de prison une personne ou deux, et c'est fini. Merci. Merci. L'État de Côte d'Ivoire qui est dilapidé. On revient. Écoutez, si pour vous, dilapider, c'est construire des parents qui sont en province et qui peuvent. Merci. Alors, des rivières, pour établir un peu les règles du débat. Merci. Écoutez, alors, c'est bon, ça n'engage que vous. Abdoulaye Jarasouba, s'il vous plaît, pour établir les règles du débat, il est important que lorsque un panéliste prend la parole, que l'autre puisse l'écouter. Merci à Maïré de respecter cette règle-là. Et je me tourne maintenant vers Roger Balou. De comprendre aujourd'hui, il est difficile aujourd'hui, on le constate même. Il est difficile, effectivement, même dans la diaspora, de trouver un terrain d'entente. À quelques jours de l'élection, à 5 jours, c'est dimanche prochain, vous, en tant que membre de la diaspora, avec l'expérience que vous avez aujourd'hui, Roger Balou, sur le plan politique, que pourrez-vous conseiller aux autres pour dimanche prochain? Roger Balou. Je vais répondre à cette question. Allez-y. Je voudrais juste revenir, s'il vous plaît, à ce qui se disait tantôt. Allez-y. Le FPI n'a jamais été reçu. 2011, le FPI a souhaité rencontrer M. Ouattara pour discuter avec lui des conditions de comment faire pour ramener la réconciliation, de comment faire pour ramener la sécurité, la démocratie, etc. etc. Cette discussion n'a jamais eu lieu. M. Ouattara nous a envoyé tantôt vers son premier ministre d'alors, tantôt vers M. Ahmed Bakayoko. Nous, au FPI, nous avons demandé un certain nombre de choses. Ces choses-là, il n'y a jamais eu un début de solution. M. Ouattara a regardé ce que nous avons toujours demandé pour qu'il est réconcilié en Côte d'Ivoire, comme il a regardé cela avec mépris. Donc ce n'est pas du tout vrai que de dire que le FPI a été reçu par M. Ouattara. Effectivement, M. Ouattara a reçu une opposition, son opposition qu'il a choisie. M. Ouattara s'est choisi une opposition. C'est-à-dire... Et avec cette opposition-là, il discute, mais ça ne concerne pas du tout le Front populaire ivoirien. Maintenant, en ce qui concerne la question que vous me posiez, à savoir comment les Ivoiriens peuvent-ils se retrouver à 2 jours ou 3 jours des élections? Vous demandez là quelque chose qui est quasiment impossible. Si depuis 4 ans, les Ivoiriens ne se sont pas retrouvés, depuis 5 ans, les Ivoiriens ne se sont pas retrouvés, c'est pas en 5 jours, en 4 ou 5 jours qui restent, que les Ivoiriens se retrouveront. Nous, au Front populaire ivoirien, nous avons dit non seulement le populaire ivoirien devant aux élections, mais nous avons invité tous nos militants et tous nos sympathisants à ne pas aller aux élections. Mieux, nous avons dit que si nous n'allons pas aux élections, il n'y aura pas d'élections en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, je ne sais pas, si c'est autour de ces propos que vous voulez que nous nous retrouvions, oui, nous sommes prêts à accueillir tout le monde pour qu'on se retrouve autour de ces idées-là, du boycott et du report purement et simplement des élections en Côte d'Ivoire. C'est entendu, Roger Balou, en fait, la position du FPI que vous représentez aujourd'hui demande le boycott d'élections. Merci beaucoup, Roger Balou. On espère vous retrouver très prochainement pour nous éclairer sur les questions de politique en Côte d'Ivoire. On fait un dernier tour de studio, monsieur Abdoulaye Jarasouba. Écoutez, après... en une phrase, que dites-vous aux Ivoiriens? Écoutez, je dis aux Ivoiriens, je dis aux Ivoiriens tout simplement, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, tout se passera très bien. Il n'y a aucun problème. Alassane Ouattara a montré un bilan qui est positif. Il n'est pas caché, il peut être consulté, voilà. Alassane Ouattara, comme vous le savez, c'est pas quelqu'un qui laisse les dossiers, les projets dans le tiroir, donc tout est clair. N'ayez pas peur, faites votre devoir de citoyen, allez voter. Allez voter, je dis à mes frères et sœurs du FPI, allez voter. Allez même voter pour Afin Guessan. Lui au moins. Mais oui, non, mais vous voulez que je vous dise quoi? Il vaut mieux voter que ne pas voter. Merci beaucoup. Bien évidemment, je souhaite qu'ils aillent plutôt voter pour mon candidat. Merci, c'est entendu. Alors, le mot de la fin pour vous, monsieur
Juste pour ajouter, pour dire tout simplement que le jeu démocratique s'exerce uniquement par les urnes. Et c'est le moment unique où tout le monde librement peut aller choisir un candidat et participer de façon directe au développement de son pays. Donc, je ne peux que demander à tous mes concitoyens d'aller choisir leur candidat, de voter, et de voter pour, bien sûr, Alassane Dramane Ouattara. Merci à vous. Armand Hiré. Oui, à vous le privilège de nous dire en une phrase. Le 25 c'est dimanche. Je demande à tous les Ivoiriens, mais moi particulièrement en tant qu'Ivoirien, ce 25 octobre, je pense à Larissa Aboni, jeune étudiante en année de BTS qui a été tuée par les microbes d'Alassane Ouattara à Yopougon. Je pense à Awa Fatiga qui, par manque de soins, est morte sur la dalle au sud de Cocody. Je pense à Mandjara qui est une pro-Ouattara fervente et qui n'a pas pu avoir ses têtes honorées par l'État de Côte d'Ivoire, qui s'est immolé devant la présidence. Je pense à près de 800 prisonniers politiques. Et je me dis, franchement, ils peuvent faire leur élection. Je ne pense pas que ça concerne les Ivoiriens et que, encore une fois, nous partons peut-être pour 5 autres années de dictature, mais le peuple ne sera pas dupe et éventuellement prendra ses responsabilités au moment où ceux du Congo-Brazzaville sont en train de prendre les leurs et où celui du Burkina Faso a pris ses responsabilités pour bouter Diendéré du pouvoir. Bonsoir à vous, bonsoir à Tamtam et merci de nous donner toujours l'occasion de nous exprimer sur des problèmes cruciaux de l'Afrique. Si donc à tous les panélistes qui avaient un point en commun, ils sont tous originaires de Côte d'Ivoire. Nous espérons que à l'issue donc de ces élections ou dans les mois à venir, la Côte d'Ivoire va de nouveau redorer son blason. Voilà. Chers auditeurs, c'est ici que s'achève le débat sur le mini-débat que nous avons voulu organiser pour l'élection présidentielle qui aura lieu le 25 octobre prochain. Je rappelle donc que ces candidats sont en lice et que Alassane Dramane Ouattara est candidat à sa propre succession. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Magic System, c'est comme un bon vin. Plus ça vieillit, plus c'est bon. Hey, hey, Soudayo. J'ai pas mes papiers. Oh bébé, la vie c'est bolo bolo. Oh bébé, j'ai pas mes papiers. Oh bébé, la vie c'est bolo bolo. Oh bébé. Elle s'appelle Margot, je l'ai connue à Bordeaux. Moi je veux me marier pour avoir mes papiers. Depuis que nous nous sommes mariés, tout est mélangé. À cause des papiers, elle veut me fatiguer. Mamadou fait sortir le chien, Mamadou fait la vaisselle, Mamadou fait le marché. Au final, c'est Mamadou qui fait tout quoi. J'ai pas mes papiers. Oh bébé, la vie c'est bolo bolo. Oh bébé, j'ai pas mes papiers. Oh bébé, la vie c'est bolo bolo. C'est elle qui m'a dragué. Moi j'étais en galère, moi je voulais mes papiers. On s'est vite mariés, mais après le mariage, il y avait tous les dangers. Et j'ai subi la réalité. Mamadou fait sortir le chien, Mamadou fait la vaisselle, Mamadou fait le marché. Ah là là, l'appel est compliqué hein? J'ai pas mes papiers. Oh bébé, la vie c'est bolo bolo. Oh bébé, j'ai pas mes papiers. Oh bébé, la vie c'est bolo bolo. Oh bébé. C'est la danse du sans papier. Je voulais me marier pour avoir mes papiers. Et malgré tous les préjugés, l'amour s'est installé. Après toutes ces années, on a eu un beau bébé. Mamadou fait sortir le chien, Mamadou fait la vaisselle, Mamadou fait le marché.
Abidjan est mieux que. J'ai pas mes papiers. Oh bébé, la vie c'est mollo mollo. Oh bébé, j'ai pas mes papiers. Oh bébé, la vie c'est mollo mollo. Oh bébé, j'ai pas mes papiers. Oh bébé, la vie c'est mollo mollo. Oh bébé, j'ai pas mes papiers. Oh bébé, la vie c'est mollo mollo. Oh bébé, oh bébé. En arrivant en Europe, je voulais d'abord faire comme les habitants de l'Europe, m'assimiler, m'intégrer dans la vie de la France, donc respecter les lois et pouvoir chercher le boulot. Je ne vis pas du tout mon rêve en France, parce qu'en fait, je pensais qu'ici, c'était le paradis. Oh, c'est difficile comme tout le monde, hein. Il y en a qui sont vraiment de la vraie diaspora qui vont à l'école, qui sont des licenciés, mais il y a trop de banditisme de la diaspora ici. Il faut qu'on puisse faire comprendre aux jeunes que quand on est dans un pays, on respecte la loi de ce pays-là. Bien, le décor est implanté. Nous sommes rentrés dans la deuxième partie de notre magazine. Nous avons pris un peu de temps parce qu'effectivement, nous avions un débat avant cette partie qui a été assez rugueux, assez houleux d'ailleurs, sur l'élection présidentielle qui aura lieu le dimanche 25 octobre prochain en Côte d'Ivoire. Ce mois, nous réfléchissons dans le cadre de notre débat radiophonique sur le thème de l'intégration. Qu'est-ce que l'intégration? Qu'est-ce que cette expression évoque dans l'esprit des migrants, particulièrement ceux qui viennent de l'Afrique subsaharienne? Pour essayer de comprendre dans ce studio, nous avons la visite d'un jeune, il s'appelle Kodo Aldo. Bonsoir. Bonsoir, Juvenal. Vous êtes jeune parce que vous avez âgé de 30 ans. Oui. Je dirais 30 ans seulement. Vous êtes aujourd'hui consultant en stratégie d'entreprise et parallèlement, vous êtes doctorant en sociologie des religions à l'école pratique des hautes études du CNRS et CNRS de Paris. Tout à fait. Aussi, votre sujet de recherche porte sur l'influence économique, sociopolitique et culturelle des églises évangéliques sur l'intégration, le mot y est, l'intégration des communautés africaines d'expression francophone en France. Tout à fait. Est-ce intégré vous-même? Je suppose que oui. Bon, vous le pensez ou vous êtes intégré? Je le pense et comme j'aime le dire, il y a autant de processus d'intégration que de parcours, que de personnes, que de vie, que de choix de vie aussi. D'accord. Et du coup, pour vous, c'est quoi l'intégration? Alors l'intégration, revenons quand même un tout petit peu sur la définition qui est admise un peu par tous. Je veux la vôtre ce soir. La mienne, on va dire que c'est la volonté et le processus par lequel un individu choisit, j'insiste bien sur le choix, de s'insérer dans une société ou dans une culture autre que celle de ses origines. Donc quand on parle d'intégration, on parle déjà de personnes qui sont primo-arrivantes dans une nouvelle société. Alors ce serait déplacé de demander à des Français noirs ou maghrébins de s'intégrer s'ils sont nés en France, qu'ils ont vécu en France. C'est un abus de langage que de demander de l'intégration à ce genre de personnes. Non, pour comprendre, pour quelles raisons la plupart des migrants, on va dire des étrangers que nous avons rencontrés, des noirs, parce qu'effectivement, il faut préciser que Tam Tam Tropical, c'est le magazine qui a pour cible principale les diasporas africaines, en ce sens que s'il y a les Africains et les Afro-Caribéens. Et donc, on ne comprend pas pourquoi ceux-ci, pour intégration, entendent comme aliénation de son aspect culturel. Pourquoi? Alors, parce qu'il y a souvent cette confusion dans les esprits où on pense souvent à tort que l'intégration, c'est l'assimilation. L'intégration n'est pas l'assimilation. L'assimilation, c'est pour moi, je considère que c'est un déni, un renoncement, un reniement même de son histoire passée pour se fondre dans un moule social. C'est ce qui avait cours, notamment pendant la période coloniale, où on demandait aux gens de venir, non pas tels qu'ils sont, mais de se conformer à ce qui faisait la France, de quitter par exemple les cases pour habiter dans des maisons en dur, de s'habiller à l'occidental. Je vous coupe. Alors, est-ce donc à dire qu'effectivement, beaucoup d'immigrés, même s'ils comprennent le mot intégration, du point de vue de la littérature, entendent, c'est-à-dire, ça résonne en eux comme étant le fait de ressembler à ce que, je veux dire, celui qui l'accueille, c'est-à-dire le français, l'État français, voudrait qu'il s'assimile?
Ce n'est pas ce que les pouvoirs politiques entendent par ce terme, parce qu'on est passé quand même d'une politique d'assimilation à l'intégration qui permet quand même à chacun de constituer une partie d'un tout, ou l'adhésion aux règles de fonctionnement, aux valeurs de la société d'accueil, qui est constituée par le respect, qui fait l'unité, l'intégrité de la communauté et qui n'interdit surtout pas le maintien des différences. C'est-à-dire que l'intégration, c'est plus la recherche d'un consensus entre les différentes cultures dans le cadre public, dans le cadre de valeurs publiques. Notamment en France, on a la liberté, l'égalité, la fraternité et la laïcité, mais ça n'empêche pas chacun de venir tel qu'il est pour pouvoir partager l'espace commun qu'est la France. Et j'insiste sur le fait que l'intégration ne doit pas s'affilier à l'appartenance à une communauté, parce que là on serait dans du communautarisme. Le communautarisme, c'est le déni de l'individu dans son identité individuelle, je me répète, mais pour moi l'intégration, ça devrait être quelque chose de personnel d'abord. C'est pour ça que je vous disais en début d'émission qu'il y a autant de processus d'intégration que de parcours de vie. Nos invités de la première partie de ce magazine sont restés avec nous et j'aimerais bien prendre votre avis dessus, monsieur Abdoulaye Djirassouba. Vous êtes chef d'entreprise aujourd'hui. Est-ce que vous êtes intégré en France? Écoutez, après pratiquement 40 années passées dans ce pays, je dois reconnaître que oui, effectivement, je me suis intégré. Ah, vous êtes intégré? Je m'intègre dans ce pays. Ce qui ne m'empêche pas, si vous voulez, de rester fidèle à mes racines, hein, tel qu'il le disait l'auditeur précédent. Voilà. Monsieur Yeboué? Oui, tout à fait. Je me sens intégré. Alors, je le vis personnellement, comme il a dit, c'est par rapport à un parcours et à un ressenti aussi. Parce que pour parler d'intégration, je pense qu'il y a aussi le sentiment personnel, tout à fait, qu'on éprouve dans la société dans laquelle on s'insère. Très bien. Sans toutefois vouloir faire une polémique sur ce plateau, est-ce que vous dites quelle réaction avez-vous face, par exemple, au discours de Mme Morano qui parlait de la France, d'une France blanche? Une France blanche, alors, elle a utilisé déjà le mot race, qu'il a un peu décrédibilisé. Alors, une France, moi personnellement je dirais qu'il y a les Français par le canal historique, on va pas se mentir, les Français sont de peau plutôt claire, de yeux plutôt clairs, qui correspondent au phénotype plutôt blanc. La France a son histoire. Elle a eu son histoire, elle a été amenée à conquérir d'autres territoires. À un moment même, la capitale de la France libre était Brazzaville. Donc la France ne peut pas renier son histoire aujourd'hui en nous expliquant qu'elle est bâtie sur une race blanche ou des valeurs judéo-chrétiennes. La preuve, la fréquentation des églises a fortement baissé. Bien, alors, je vous coupe à tout moment, parce que ce que vous dites est intéressant, et en même temps, il y a beaucoup de questions qui viennent comme ça. Et pour dire, est-ce qu'à partir de là, se sentir intégré pourrait être difficile à admettre, en sens que pour ceux bronzés, un peu comme vous, moi, généralement on vous demande, vous êtes français, mais vous êtes d'où? La question se pose par exemple. Alors, comment dire, est-ce que vous pouvez répéter ma question? Oui. Parce que le sentiment comme il m'a dit monsieur Priva Yeboué, il dit je me sens intégré. Oui. Monsieur Djirassouba dit je me suis intégré. Vous voyez, c'est-à-dire chacun a une démarche en fait. C'est-à-dire dire je me fais ma place pour appartenir, pour être aussi membre de cette communauté française. Je suis français. Mais seulement, généralement, la question qu'on pose, c'est de savoir, vous êtes français d'où? Cette question, on la pose généralement à ceux qui sont, on va dire, de race noire, parler comme cela. Oui. Mais à ceux qui sont issus de l'immigration intra-européenne, c'est-à-dire ceux qui viennent de l'Europe de l'Est, par exemple, après quelques générations, ou bien à la même génération, la question ne se pose pas. Est-ce que c'est pas un tort? Oui, c'est un tort. C'est un tort parce qu'il faudrait que la France se réconcilie un peu avec son histoire. Ce ne serait pas choquant. Parce que le problème est qu'on a voulu mettre tout le monde dans le même moule de citoyens français sans aucune distinction. Et certains, dans leur identité propre, cherchent des repères. Certains jeunes chercheront des repères au travers de la famille qui est venue d'ailleurs, alors qu'ils sont nés en France, ont été à l'école en France, ils n'ont pas besoin de s'intégrer, mais vont chercher des repères. En fait, les repères qui sont proposés aujourd'hui par l'État, par la République, ne permettent pas à ceux qui sont venus d'ailleurs ou aux descendants d'immigrés de se sentir pleinement intégrés en France. Et c'est bien là le point d'interrogation. C'est pour ça que la question, elle revient souvent quand on voit des Français à la peau noire. Est-ce que vous êtes français? Vos autres invités l'ont dit, c'est plutôt un sentiment. L'intégration.
Merci. Quoi qu'il en soit, nous aurons donc, alors annoncé la semaine dernière, c'est plutôt mardi prochain que nous aurons le point de vue de M. Xavier Inglebert, qui est Xavier Inglebert, c'est le secrétaire général de la préfecture, qui est également le préfet à l'égalité des chances, qui nous éclairera sur ce que c'est que l'intégration en France, ce que c'est que, voilà, la question de savoir, y a-t-il un modèle d'intégration à la française, ou plutôt, qu'est-ce qu'une intégration réussie? On aura les réponses à cette question que la semaine prochaine. Maintenant, pour faire un détour, oui, j'aimerais comprendre aujourd'hui si effectivement cette question a lieu. Vraiment, ça vaut la peine de parler d'intégration aujourd'hui en France. Étant donné que pour la plupart, une fois qu'on parle français, c'est déjà un mot d'intégration. Oui, on peut s'intégrer par la langue, effectivement. On peut s'intégrer par le travail, effectivement. Mais personnellement, pour moi, le point final d'un processus d'intégration, c'est la naturalisation, qui montre quand même qu'on adhère aux valeurs, et parce qu'on adhère aux valeurs, on choisit d'appartenir à cette communauté nationale. Maintenant, aujourd'hui, la France est en quête elle-même de son identité. C'est pour ça que beaucoup d'acteurs religieux, beaucoup d'acteurs associatifs sont en train de se substituer un peu à l'État pour donner... pour donner de nouveaux repères. Mais il faudrait que les acteurs publics eux-mêmes puissent à un moment s'asseoir et se poser les questions qui fâchent et qui dérangent. Et moi, je l'aborde notamment dans le cadre de ma thèse où j'explique que certaines églises évangéliques jouent ce rôle de l'État en accueillant les primo-arrivants, en leur permettant de créer du lien social, de créer du dialogue social et de leur permettant de pouvoir se conformer, de respecter les lois par les enseignements qui sont donnés. Et ça, personnellement, je pense que c'est le plus important. Quelque part, la société civile est en train peu à peu de se substituer à l'État, est en train de voir un peu l'importation du modèle anglo-saxon où l'État est de moins en moins présent, où les acteurs de la société civile, notamment aux États-Unis, sont beaucoup plus présents, où une forme de communautarisme est en train d'émerger. Et après, il faudrait qu'il y ait des cadres et que ça ne devienne pas forcément comme aux États-Unis où on s'identifie par rapport à une communauté et pas par rapport à son individualité et son identité. Pour entrer dans le cas, par exemple, très rapidement sur le sujet de votre recherche, est-ce que vous pensez vraiment qu'une personne qui arrive, on l'a vu avec d'autres générations, sans stigmatiser une communauté bien précise, ils arrivent, ils sont... alors, pour se retrouver dans le 18e, pour le cas de Paris, le dimanche, ils sont dans leur association communautaire, et puis la semaine recommence, métro boulot dodo. Ceux-là, ils sont intégrés ou pas? Non. Ils travaillent, ils paient leurs impôts quand même. Ils parlent français. Ils parlent français, mais pour moi, l'intégration, c'est aussi, comme je le disais au début, c'est un choix. Le choix d'aller vers l'autre. Le choix de s'insérer dans la société par le travail, par la vie sociale, par la vie culturelle. Rester dans son on-griffe, dans sa communauté d'origine, à vivre toujours les mêmes repères, finalement, à quoi ça a servi de faire tous ces kilomètres en avion ou en bateau pour venir chercher un bien-être économique, par exemple? Mais est-ce que c'est la recherche de ce bien-être passe forcément par l'appartenance exclusive et inclusive à une communauté ou par le choix qu'on fait d'aller vers l'autre et de chercher aussi bien sa propre identité à travers les rencontres, à travers les échanges? Ablaye Jarasouba. Oui, par rapport à cette question, cette dernière question que vous venez de poser, je pense que les deux ne sont pas incompatibles en réalité. On peut très bien rester attaché quelque part à ses racines. D'ailleurs, c'est une forme de ressourcement, si je puis dire. Les Chinois le font, par exemple, sans les stigmatiser. Hein. Absolument. Et tout en étant parfaitement intégré dans le reste des autres, dans tous les autres paramètres, si vous voulez, dont on peut tenir compte pour parler d'intégration, par le travail, l'école, tout ce que vous voulez. Bon, je crois que pour ceux qui ont la possibilité de le faire, c'est pas plus mal parce que ça participe à leur équilibre. Tout à fait. Voilà, absolument. Donc, comme il a dit tout à l'heure, finalement, l'intégration peut se faire sous différentes formes, pourvu qu'au final, on arrive à... l'épanouissement individuel. Voilà, à l'épanouissement individuel. En une phrase, quelle suggestion, quel conseil donneriez-vous à ceux qui nous écoutent ce soir quand on leur parle d'intégration? Alors, il y a plusieurs profils possibles, mais si vous venez d'arriver en France, n'hésitez pas à... Bien entendu, garder un certain repère, certaines de vos racines en fréquentant des membres de votre pays d'origine, mais n'hésitez vraiment pas à vous ouvrir, à aller vers l'autre, à comprendre ce pays, ses valeurs, comment ça fonctionne, parce que c'est la clé pour pouvoir construire un parcours de vie équilibré et épanoui, si c'est votre désir. Merci beaucoup à Aldo Kodo. Je rappelle à ceux qui prennent le tramage que maintenant que vous êtes consultant en stratégie d'entreprise et parallèlement doctorant en sociologie des religions à l'école pratique des hautes études du CNRS à Paris.
Bien avant cette partie, nous étions avec plus d'invités. Depuis Paris, c'était Armand Hiré. Également, il y avait Roger Balou dans ce studio, Abdoulaye Djarassouba et Priva Yeboué. Pour vous servir à la réalisation, c'est Sernan Nessi Bouloukoué. Dans vos oreilles, je suis Juvenal, votre serviteur. On se retrouve mardi prochain pour notre magazine de Tam Tam Tropical. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam-tam tropical, l'Afrique chez vous. Chaque mardi, de 19h à 20h, sur Radio Pluriel. Non, tout le monde va danser. Allons-y.